Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo habituelle où l'on parle de NXT, donc NXT qui a lieu avant, dernier NXT avant Vengeance Day. Je vous avoue tout de suite que je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo sur Vengeance Day. Voilà, parce que Vengeance Day, de ce que j'ai compris, aurait lieu entre la nuit de dimanche à lundi, ce qui ne m'arrange absolument pas du tout, puisque j'aurais préféré que ce soit dans la nuit de samedi à dimanche, comme ça j'aurais pu le regarder le dimanche, puis voilà, ça aurait été bien. Mais de ce que j'ai compris, c'est entre la nuit de dimanche à lundi. Si c'est pas ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'arrangerait. Donc je pense que je vais regarder une vidéo d'un autre youtubeur qui parle de NXT pour voir s'il a dit quelque chose sur les dates et tout ça. Ou quand la personne fera ses pronos. Je sais qu'il y en a qui font des pronos, je crois, NXT en vidéo, bref, je regarderai. Mais en tout cas, si ça a bien lieu dans la nuit de dimanche à lundi, bah forcément, je pourrais pas les regarder dans cette nuit-là parce que le lundi matin, j'ai un enregistrement pour mon stage à faire. Donc, du coup, je devrais travailler pour mon stage. Après, l'après-midi, il faudrait que je bosse pour mon mémoire. Et le soir, j'ai mon cours de boxe, ce qui fait que je pourrais regarder le NXT que le lundi soir à partir de 20h, 21h. Parce que bon, après, le temps de rentrer chez moi, je prenne ma douche, que je me fasse à manger. Voilà, ce qui fait que la vidéo d'NXT, à mon avis, devrait sortir uniquement mardi, techniquement. Voilà. Si après, à la limite, je pourrais regarder l'épisode le mardi matin au plus tard. Mais après, j'ai cours et du sport le mardi dans l'après-midi. Donc la vidéo pourrait sortir. Ouais, je sais pas quand est-ce que ça sortira. C'est compliqué. Enfin, de toute façon, vous verrez quand est-ce que ça sortira. Voilà. Tout ce que je vais vous rassurer, c'est qu'il y aura bien de vidéos sur les retours de NXT Vengeance Day. Voilà. Mais que comme je pourrais pas le regarder en direct et il y a peu de chances que je puisse le regarder le lundi matin à cause de mon stage, et ben voilà, ou peut-être que je regarderai peut-être le show pendant que je bosse sur mon mémoire. Je peux faire ça aussi pour gagner du temps, bref, je verrai comment je gère. En tout cas, il y aura bien un épisode dessus. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur NXT du 30 janvier qui a débuté avec la dernière demi-finale des Dusty Rhodes Tag Team classique avec la LWO contre Carmelo Hayes et Trick Williams. Match qui a été très intéressant, peut-être un des meilleurs de la soirée, je pense. Voilà, où il s'est passé plein de belles choses des deux côtés. Voilà, Melo et Trick Williams qui ont fait leur move un peu habituel, mais qui sont très cool à voir. De l'autre côté, Joachim Wild et j'ai toujours envie de l'appeler Joachim Phoenix, c'est vraiment un problème. Joachim Wild et Cruz del Toro, du coup, qui ont fait des belles perfs aussi. J'ai encore en tête, alors que j'ai regardé l'épisode ce matin, mais j'ai encore en tête ce double coast to coast là sur Carmelo Hayes où chacun a sauté d'un coin en dropkick et tout, c'était impressionnant. Déjà que voir une personne le faire c'est impressionnant, mais les deux quasiment en même temps c'est trop cool. Mais voilà, en tout cas c'était plutôt un match sympa. On aura une victoire de Carmelo Hayes et Trick Williams avec un code breaker sur Joachim Wild de Melo dans les airs. Ça c'était très impressionnant. On l'a déjà vu Carmelo Hayes faire ça à plusieurs reprises sur des gens plein vol, mais c'est toujours aussi cool à voir. Et par la suite, Trick Williams se mettra son coup de genou. Encore une fois, je trouve que c'est un très mauvais choix de finisher, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, il terminera Joachim Wild de cette manière. Du coup, Carmelo Hayes et Trick Williams iront en finale contre Bron Breakker et Baron Corbin. À la fin du match, du coup, Obafemi va rendre son match de championnat très personnel puisqu'il va agresser LWO, ce qui fait que Dragon Lee va venir faire le save, sauf que les trois hommes vont se faire détruire par Obafemi qui ressort de ce segment extrêmement fort et du coup qui semble imbattable à Vengeance Day. Ensuite, on a eu un match très court, franchement, je crois qu'il n'a pas duré. Alors, il n'a pas duré longtemps aussi pour une raison qui m'a saoulé. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup saoulé à plusieurs moments de l'épisode. Mais Roxanne Perez, Tatum Paxley
Déjà, on n'a pas le début du match. Tu sais pas pourquoi. On voit Roxane Perez faire son entrée et d'un coup, pouf, il y a un cut. Le match est déjà commencé. Tu dis, what the fuck? Pourquoi vous avez fait ça? C'est complètement débile. Je comprends pas. Du coup, le match en soi sera sympa, mais sympa sans plus, quoi. Voilà, on raconte pas grand chose, et surtout que on connaît l'écriture de la WWE. L'écriture de la WWE, c'est quand on a un PLE le week-end, dans le week-end du show, faut toujours donner du momentum au face avant qu'il affronte le méchant. Là, Roxanne, enfin, Lyra Valkyria n'est pas vraiment la méchante, mais Tatum Paxley a quand même ce rôle un peu de heel, bien que grande fan de Lyra Valkyria. Mais voilà. Et ce qui fait que c'était obligé, surtout avant un match de championnat, encore plus, qu'il fallait donner du momentum à Roxane Perez. Bon, vaincre Tatum Paxley, même si j'adore le personnage actuel, ça donne pas énormément de momentum, mais voilà, ça lui donne une victoire avant d'affronter la championne. Voilà, on s'y attendait tous. Hein. C'est pour ça que c'est un moment que moi perso j'ai trouvé bien sans plus, parce que bah, on savait que Roxane Perez allait gagner. Le début de match a été cuté, ça m'a saoulé. Et en plus le match est très très court. Je sais pas combien de temps il a duré, mais il est vraiment très très court. Et en plus Roxane Perez va gagner avec son pop rocks assez facilement. Après match, bien sûr, Tatum va agresser Roxane Perez, ou l'inverse, soit du moins les deux vont un peu partir en baston. Lyra Valkyria va retirer Roxane Perez, ils vont faire un face à face, et c'était marrant de voir Tatum Paxley derrière qui avait, qui dans sa tête en mode oh ma déesse, elle vient de m'aider, de me sauver la vie. Tu sens qu'elle elle a pris ça pour un geste amical et pas en mode j'en ai marre que tu foutes la merde où je suis quoi. La réaction de Tatum a été assez marrante. Après ça, on a eu un match pareil avec un résultat très attendu, ou du moins celui que moi je voulais au moins en fin de rivalité, parce que je pense pas que la rivalité soit terminée. Mais on a Elektra Lopez contre Lola Vice qui s'affrontent. En plus, Elektra Lopez va petit à petit partir du côté de SmackDown avec le clan de Santos Escobar, puisqu'il y a peu de temps, elle a agressé Zelina Vega et posé avec je sais pas si ça, je crois que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il se rappellerait vraiment les Legado del Fantasma. Bref, en tout cas, elle a posé avec le clan de Santos Escobar, ce qui fait 3 gars, une fille d'un côté et 3 gars, une fille aussi de l'autre côté. Quand Rey Mysterio reviendra, et tant que Rey Mysterio n'est pas là, il n'est pas revenu, il y a toujours Dragon Lee. Bref. Ce qui fait que Elektra Lopez, comme elle va forcément petit à petit partir, il faut que la rivalité se termine assez vite. Après, peut-être qu'ils vont juste s'en terminer là, ce serait très dommage, parce que le match en soi c'était sympa, on a une bonne domination des deux côtés, et le match est terminé avec un coup de pied retourné, un peu out of nowhere. C'est assez sympa de voir les kicks un peu qui sortent de nulle part comme ça. Du coup, victoire de Lola Vice. Voilà, la bonne victoire selon moi, mais pour moi, il manque un truc. Parce que en fait, je me dis, si là c'est déjà fini, ben finalement on nous aura rien raconté. Parce que Lola Vice, enfin Elektra Lopez, euh, elle est venue, avec Lola Vice, elle a pris un peu sous son aile, elle a aidé à faire sa place à NXT. Ensuite, elle trahi Lola Vice, parce que faut quand même pas oublier que c'est quand même Elektra Lopez à la base qui a tenté de trahir Lola Vice. Non, attends, est-ce que c'est moi qui dis une connerie? Est-ce qu'elle a vraiment. Attends, Battle Royale. La partie sur Lola Elektra 1. Lola. Ah non, c'est Lola Vice qui trahit bien Elektra Lopez. Mais du coup, en fait, ce qui me déçoit, c'est qu'on n'a pas tant d'explications que ça, à part le côté oui, c'est servi de moi pour reprendre de la lumière auprès du public. Il me dit, ouais, c'est quand même
un peu moyen comme story pour créer pour une trahison, quoi, qui sort un peu de nulle part, voilà, parce que Elektra Lopez a toujours été très fidèle à Lola Vice. Donc, je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de choses de raconter autour de tout ça. Je trouve que c'est un peu léger, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, si Elektra Lopez va partir à SmackDown, et ben, bah, c'est très bien aussi, mais j'aurais aimé que la rivalité soit mieux construite autour de ces deux femmes qui méritent clairement mieux. Ensuite, on est passé à un match où j'avoue, j'étais pas trop à fond dedans entre Ridge Holland et Lexis King. Voilà, Lexis King qui a voulu faire le malin devant Ava Raine et Ridge Holland, puisque Ava Raine est la MJ, non JM, JM c'est pas la même chose, euh, qui est la GM de NXT, bref, excusez-moi, j'ai eu un bug. Et du coup, voilà, Lexis King s'est rapidement fait punir pour son arrogance, en mode ouais, avec la MJ, putain, je recommence, c'est pas une maître du jeu, c'est une general manager, c'est pas la même chose. Euh, du coup, avec la GM, du coup, il est en mode ouais, on va planifier toute la U24, machin, tout mon avenir. Et du coup, bah, son avenir a commencé avec un match contre Ridge Holland. Et en fait, ce qui fait que j'ai pas été à fond dedans, c'est que ça sent clairement le programme d'attente pour les deux hommes. C'est que là, pour l'instant, on sait pas trop quoi faire avec les deux hommes, surtout avec Lexis King, avec qui on sait vraiment pas quoi faire. Euh, Après, je trouve qu'il fait très bien son rôle de heel, de footeur de merde. Euh, j'ai l'impression en fait qu'il a un peu repris le rôle de JD McDonough. Si vous vous souvenez de JD McDonough avant qu'il parte dans le Judgment Day, JD McDonough c'était le mec à NXT qui était insupportable, qui allait casser les couilles à tout le monde, enfin du moins à partir du moment où moi j'ai regardé, hein. Sur la dernière année, le mec c'était juste ça, il allait à droite à gauche, il cassait les couilles à absolument tout le monde sur son passage. Et après avoir cassé les couilles à tout le monde, il finissait dans des matchs, souvent il prenait cher, après des très bons matchs, et, euh, et ensuite il passait à une autre victime et machin. Et Lexis King, j'ai l'impression que c'est un peu le même travail. C'est vraiment le mec qui vient casser les couilles à tout le monde et qui ensuite se fait poutrer par tout le monde. Mais en même temps en réussissant à être hyper détestable quand même. Bon, là il réussit quand même à gagner des matchs par moment. Mais voilà, j'ai l'impression que Lexis King est vraiment travaillé comme JD McDonough quand ce dernier était encore à NXT. Euh, voilà, donc ce qui fait que ça m'a pas donné plus envie que ça de regarder le match. Ensuite, le match a été gagné du coup par Lexis King à cause d'une intervention de Gallus, enfin de Gallus. Euh, oui, c'est ça. Et du coup, ensuite, Lexis King va placer son finisher dans les cordes, un peu, vous savez, comme dans la position que Randy fait son DDT dans les cordes là. Et ben là, il a fait son finisher avec un peu la même position de départ. Et après ça, du coup, Gallus va détruire Ridge Holland, notamment avec un coup de chaise au niveau du pied. Donc, à mon avis, Ridge Holland va sûrement euh, vendre une blessure avant de revenir en rivalité avec Gallus. Puisque cette rivalité a un peu commencé quand Ridge Holland a battu Joe Coffey, si j'ai bonne mémoire. Voilà, et Lexis King, voilà, lui en grand homme, bien sûr, a laissé Ridge Holland se faire casser la gueule. Après, voilà, donc c'était pas le moment le plus cool de l'épisode, voilà, programme d'attente. Le match était bien en soi, mais comme on sait que ça raconte rien de spécial entre les deux hommes, j'en avais un peu rien à faire, honnêtement. Ensuite, on a eu, pareil, Fallon Henley contre Ariana Grace. Pareil, le match était sympa, honnêtement. Hein, Fallon Henley, elle est très cool. Je trouve même très cool, même plus cool plutôt, qu'il y a un an. J'avoue qu'au début, quand j'ai découvert Fallon Henley, j'avais un peu de mal. Mais depuis qu'elle a reçu son push, je trouve qu'elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle est même mieux qu'avant. Et je commence à vraiment bien aimer Fallon Henley. Bon, ce qui est dommage, c'est Brooks Jensen, le pauvre, il s'est pris un petit vent backstage. Hein. Il fait un peu pitié, Brooks Jensen. Dans les histoires, c'est toujours lui qui prend un peu cher émotionnellement. C'est un peu triste et on ne sait pas encore trop ce qu'ils vont nous faire avec Jensen. On verra, mais je ne sais pas trop où ils veulent aller avec lui.
Mais en tout cas, Funheadley, Ariana Grace, encore une fois, c'était sympa, mais ça raconte pas grand chose. On est à nouveau dans un programme d'attente et Ariana Grey c'est un peu pareil. La compagnie, savent pas trop quoi faire avec. À nouveau, c'était la meuf un peu insupportable qui saoule tout le monde backstage, qui se retrouve dans des matchs contre un peu tout le monde, hein. Elle a fait Carmen Petrovic, Gigi Dolin, Roxanne Perez, là Fallon Headley, elle affronte un peu toutes les faces de backstage mais sans vraiment avoir de rivalité ou quoi que ce soit, ce qui est un peu dommage pour Ariana Grande qui joue hyper bien la meuf insupportable, la sorte de princesse comme certaines l'appellent. Et je trouve qu'elle est très douée dedans, donc je trouve que ce serait bien qu'elle ait une vraie rivalité, un vrai truc qui la mette en avant. Et de l'autre côté, Fallon Headley, c'est un peu un truc d'attente qui lancera la prochaine rivalité avec ce qui se passera sur la fin du match, puisque Ariana Grace va l'emporter grâce à une intervention de Jakara Jackson qui va un peu détourner l'arbitre du côté où il y avait notamment Ren Smith. Non, attends, non, Ren Sinclair. Putain, si je commence à inventer des noms de famille aux gens, ça va pas le faire. Ren Sinclair. Et du coup, toutes les deux, de leur côté, du coup, pour Sinclair, c'est pas voulu, mais du coup, ça a détourné l'arbitre. Et Lash Legend, du coup, on a profité pour agresser Fallon Headley, qui, je crois, Lash Legend ne s'est toujours pas remis de son élimination par Sinclair de la Battle Royale. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il n'y avait pas une confrontation. Ah si, elle avait battu Sinclair, ok, donc cette fois, elle est juste de faire chier. Ok. Du coup, grâce à cette intervention, Ariana Grace en a juste profité pour faire le tomber sur Fallon Headley. Ce qui fait que dans les semaines à suivre, très certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on aura très certainement un match par équipe, Ren Sinclair et Fallon Headley contre Lash Legend et Jakara Jackson, si Jakara Jackson est médicalement clear pour catcher. En tout cas, ça pourrait être un match par équipe plutôt sympa à voir, je pense. Et on va terminer avec le match main event pour ce qui est de certains segments comme celui de Dragunov ou de la Chase University. J'en parlerai en conclusion parce que c'était des moments sympas mais qui pour moi n'étaient pas suffisamment intéressants pour que j'en parle dans une petite partie à eux. Bref. Du coup, Noam Dar contre Von Wegner pour la World Cup. Et là, on a eu un résultat assez choquant puisque le gagnant de la coupe, celui qui a remporté la coupe, a gagné avec un 2-0, 2 points marqués, 2 points gagnants. Honnêtement, je m'attendais au résultat totalement inverse. Je sais pas vous, mais moi je m'attendais totalement à l'inverse. Et ça n'est pas arrivé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Round 1, on a eu un bon début de match. Honnêtement, le premier round était vraiment sympa. On a quand même eu une bonne domination au début de Von Wegner. Qui va pas mal dominer le match. Franchement, c'était plutôt bien. En plus, t'as les 2 petits gamins là, qui jouent les fils de. Alors, je sais pas si c'est vraiment ses fils ou pas, mais qui jouent les gamins du manager là. C'était vraiment cool. Ils étaient là en train de le supporter et tout. C'était trop bien. Round 2, on a Noam Dar qui a marqué son premier point dès le début. Puisque Oro Mensah était encore dans le ring quand la cloche a sonné, ce qui fait que Von Wegner s'en est occupé afin de le dégager du ring, sauf qu'en se retournant, il s'est pris un super kick surprise, et du coup, tombé 1, 2, 3, 1 point pour Noam Dar. Round 3, encore ce genre de truc qui m'énerve et qui m'agace à un point, je vais pas revenir dessus, mais on n'a que la fin du round numéro 3 avec notamment Lash Legend et Jakara Jackson qui vont intervenir en attrapant à un moment donné la jambe de Von Wegner, et du coup là c'est Fallon Headley et Ren Sinclair qui vont se venger en venant attaquer les 2 femmes, ce qui fait qu'il ne reste que Oro Mensah dans le ringside de Noam Dar. Mais du coup pas de points marqués. Je crois que c'est dans ce round là où à la fin Noam Dar travaille beaucoup la jambe de Von Wegner avec une soumission, et du coup qui va la travailler encore plus dans le round fort. Et d'ailleurs dans ce round fort, Noam Dar va remporter son 2e point puisqu'il va notamment esquiver Von Wegner qui va se fracasser dans le poteau du coin de ring, et ensuite avec une sorte de petit paquet
Noam Dar l'emportera. Et ouais, j'ai été hyper surpris parce qu'avec tout l'épisode d'entraînement qui était super cool et tout qu'on avait vu les semaines précédentes, pour moi c'était vraiment le gros truc en mode regardez la superstar qui va vaincre Noam Dar. Et là finalement le mec il marque même pas un point. Je me suis dit what, qu'est-ce qui se passe? Moi je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Je m'attendais à une victoire de Von Wegner. Voilà, je m'attendais à ce que Noam Dar puisse à nouveau perdre la coupe, parce que ça fait un moment quand même qu'il ne l'a pas reperdu. Mais non, c'est quand même Noam Dar. Moi je kiffe Noam Dar, hein, mais je m'attendais à un autre résultat au vu de la construction de Von Wegner pour ce match précédemment. Au final, après match, Noam Dar et Oro Mensah vont un peu se foutre de la gueule des deux gamins qui sont dans le public, ce qui fait que Von Wegner va dégommer les deux mecs et notamment il va faire traverser Oro Mensah à travers la table des commentateurs. Et là, le public était très content et a célébré avec Von Wegner. On peut donc maintenant passer à la conclusion. Donc dans la conclusion, on a eu deux segments sympas mais que je trouve n'étaient pas suffisants pour en parler dans leur coin. C'est la partie Chase University. Alors, on a eu un peu le deuil de la fin de la Chase University qui était vraiment sympa avec Riley Osborne, Duke Hudson et forcément André Chase, avec un clip là qui remontrait tous les grands moments de la Chase University entre 2021 et 2024. Forcément, moi j'ai connu que la période 2023-24, enfin fin 2022 techniquement, mais j'en ai pas trop de souvenirs. Et du coup, ensuite il y a Jessie Jane et Tahel qui vont venir. Jessie Jane qui va montrer qu'elle est vraiment cette fois intégrée au groupe, qu'elle est loyale au groupe, qu'elle est même limite une vraie face aujourd'hui, et va notamment annoncer que la Chase University a été sauvée par elle et Tahel, par ses projets, et que finalement l'école ne va pas fermer. Tout ça grâce à un calendrier de Chase University. Là, t'as plein de femmes. Je crois que j'ai cru reconnaître Carmen Petrovic dedans. J'ai pas compris. En fait, j'ai pas tout compris de ce que disait Jessie Jane. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle pas dans un coin à soi. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils ont annoncé le truc du calendrier, t'as toutes les femmes qui sont venues. Et je me suis dit, je comprends pas ce qui se passe. Parce qu'on nous parle d'un calendrier de femmes Chase University, machin. Je me dis, ok, c'est sympa, c'est une idée, hein, comme une autre. Mais je me dis, pourquoi les meufs sont disposées comme si elles allaient faire un tournoi? Parce que vous avez vu les positions dans lesquelles elles étaient quand elles sont arrivées. C'est typiquement la position que prennent les catcheurs et catcheuses quand on annonce les breakout tournaments ou ce genre de tournoi. Ils arrivent, sont tous là comme ça en deux colonnes avec les futurs adversaires côte à côte. Du coup, trop la mise en scène, ce qu'a raconté Jessie Jane, où j'ai pas tout compris, je me suis dit je comprends rien. Mais en tout cas, apparemment, ce calendrier de Chase University a sauvé l'université. Bon, voilà. Et à la fin, on aura un petit échange entre Trick Williams et Ilya Dragunov autour du respect, du fait que c'est Dragunov qui aura poussé Trick Williams au niveau auquel il est aujourd'hui, hein, un niveau supérieur que quand il s'était confronté les premières fois. C'était plus ou moins des petits échanges sympas. Pareil, j'ai pas tout saisi. C'est encore Dragunov, quand il parle, j'arrive à tout comprendre. Avec Trick Williams, j'ai encore un peu de mal à comprendre tout ce qu'il dit, mais avec le temps, ça viendra. Et après, il y a Carmelo Hayes qui va venir. Je sais plus, attends, pourquoi il vient Carmelo Hayes? Je sais même plus pourquoi à un moment donné, Carmelo Hayes il vient dans le ring. Parce que, ouais, si, c'est ça, parce que Braun Breaker et Baron Corbin vont agresser. Oui, c'est ça. Parce que dans ma tête, Carmelo ils étaient déjà là quand Breaker, enfin les Wolf Dogs, pareil, qui du coup ont cette fois validé dans un segment qu'ils étaient les Wolf Dogs. Mais oui, dans ma tête, Carmelo ils étaient déjà là à l'arrivée des Wolf Dogs, mais non, il arrive après pour aider.
Mais du coup, les deux hommes, forcément, ils se serrent la main par respect avant leur match à Vengeance Day. Et Dragunov fait même un câlin à Trick Williams. Trick Williams, au moment où il le repousse, paf, les Wolf Dogs agressent Trick Williams et Dragunov. Melo, il vient faire le save. Enfin, il vient tenter de faire le save. Bref, petite baston qui va un peu dans tous les sens. Mais surtout pour affaiblir Trick et Melo avant la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et voilà, c'était sympa. En plus, le plan à la fin, il est génial parce que tu vois tout le monde. Tu vois à la fois le face-à-face entre Dragunov et Trick Williams qui aura lieu à Vengeance Day. Et tu as aussi Carmelo Hayes qui est sur la même ligne que Trick Williams. Et dans le fond, entre les deux, tu vois Baron Corbin et Braun Breaker qui sont leurs futurs adversaires pour la finale du tournoi par équipe. Et je trouve que c'est incroyable parce que tu as sur un seul plan et tout autour de Trick Williams, tu as un arc de cercle et tu as tout le monde autour de Trick Williams. Du coup, les membres de deux matchs qui teasent Vengeance Day, ça j'ai trouvé le plan vraiment magnifique. Et sinon, voilà. Du coup, les previews, ce sont les previews de Vengeance Day. Donc Lyra Valkyria qui affrontera Roxanne Perez pour le titre de NXT. Dijak contre Joe Gacy, qui d'ailleurs c'était un long fil rouge où les deux hommes ont passé une grosse partie du match à se casser la gueule tout le long, jusqu'à ce que Dijak demande un match à Varane après avoir jeté Joe Gacy du haut d'une plateforme dans une sorte de benne. Et comme Joe Gacy va réapparaître, c'était marrant parce que quand il est réapparu et tout, pas si KO que ça, Dijak il va être surpris, et c'est ce que je disais la dernière fois. Joe Gacy est de plus en plus travaillé comme une sorte de Bray Wyatt, Kane, Undertaker, genre de mec qui prend une tonne de dégâts mais qui d'un coup va avoir un sursaut d'énergie qui va le ramener entre guillemets à la vie. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Varane va confirmer match sans disqualification entre les deux hommes. Ensuite, on aura la finale du tag team, du Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament avec Braun Breaker et Baron Corbin à côté contre Carmelo Hayes et Trick Williams. On aura aussi OTM, Lucian Price, Wonkonima et Jaida Parker contre The Family, donc le Don d'NXT, Tony D'Angelo, Chadin Lorenzo, donc Stax, et Adriana Rizzo. Voilà, match qui va être plutôt sympa, je pense. Oba Femi contre Dragon Lee pour le titre nord-américain, et également Trick Williams qui fera 2 matchs dans la soirée, et celui-ci contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Donc, je vais dire, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté du côté de la chaîne YouTube, puisque avant dimanche, donc je ferai très certainement ça vendredi dans la journée, enfin du coup aujourd'hui ou samedi, il y a plus de chances que ce soit fait aujourd'hui, vendredi dans la journée, je mettrai mes pronostics du coup de NXT Vengeance Day. Donc voilà, si vous voulez les voir avant le show, ce que moi je pense qu'il va se passer, n'hésitez pas à aller checker. Sinon, dites-moi comment est-ce que vous avez pensé de ce show, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.